Ça fond, Frank! Ouais, monsieur! OK, guys. Dans le dernier podcast, vous avez entendu Pierre-Alexandre Roche avoir des côtes assez spicy sur les bikes en carbone. On a décidé d'aller aux sources, une place où ils font du carbone, ils font de l'alu. On va aller voir qu'est-ce qui est le best pour ton bike. Check bien ça. OK, guys. On se trouve chez Motion Composite. On est dans des fauteuils roulants. Ce n'est pas précurseur de l'avenir. Par contre, dans le dernier lap, avec P.A. Roche, on a parlé de frame en carbone versus frame en aluminium. Ça a soulevé beaucoup de questions. On a décidé d'aller à la source. Puis en plus, là-dedans, c'est qu'on est chanceux. On a un de nos chums, P.A. encore, Pierre-Alexandre Etier, qui travaille dans ce domaine-là, ingénieur en chef chez Motion Composite. Merci d'être avec nous autres, P.A. Ça me fait plaisir. Good. Cheers pour partir ça. All right, comme d'habitude. Pas les bonnes habitudes. All right. C'est comme le deuxième épisode où on est les moins calés. Ouais, en fait, On connaît absolument rien. on n'est pas là. On n'est pas là. Nous, on est bon pour rider les vélos, mais pas pour les concevoir. Encore là. Puis encore là, c'est ça, ça dépend des fois. Donc, la grosse question, alu versus carbone. On est venu te voir, PA, parce que tu as les compétences pour nous en parler. On est chez Motion Composite. Peux-tu nous parler un peu de toi puis ce que c'est que Motion Composite en tant que tel? Ben oui. En fait, moi, je fais du développement de produits. Fait qu'on fait de la conception de produits pour la réadaptation des fauteuils roulants en fibre de carbone initialement, mais aussi en aluminium. Fait qu'on travaille avec les deux. Ça fait 10 ans que je suis ici à développer des produits avec la gang. Puis maintenant, comme VP développement de produits, j'ai attouché à plein de technologies, mais aussi à plein de procédés manufacturiers. Fait que ça me fait plaisir de vous parler de ça aujourd'hui. Je ne suis pas un expert dans le vélo, mais on travaille avec ces matériaux-là, fait que ça va me faire plaisir d'en parler. Mais un adepte de vélo, parce que PA, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais vous l'avez vu. Vous l'avez vu, en fait. Là, 2 ans, on a sorti un lap à Whistler. PA était avec nous autres dans plusieurs de nos trips à Whist. Et le prochain cet été. Bon, en tout cas, on verra. Mais bon. Donc, fait que ingénieur, en fait, de formation. Ingénieur de formation. Oui, exactement. Ça touche les produits carbone, alu. Notre objectif avec le lab, c'est de voir, on vous l'a dit dans l'intro, notre invité, en fait, du dernier lab, avait une opinion assez tranchante sur est-ce que c'est mieux le carbone versus l'alu. De son côté, c'était l'alu pour ses raisons. Il y a sûrement de très bonnes raisons. Mais nous, on s'est posé la question parce que l'alu, pour lui, était peut-être le matériel de choix, mais reste que on regarde les compagnies aller, on regarde les riders sur la Coupe du Monde, que ce soit en DH, que ce soit en cross-country. Mais il y en a beaucoup qui rident sur des bikes en carbone aussi. Fait que là, on ne savait plus quel pied danser. Mm-hmm. Qu'est-ce qui est le best, tu sais? On va essayer de répondre à ça un peu à la fin. On va garder ça pour la fin, ton opinion, en fait, parce que c'est ton opinion qu'on va avoir. Vous allez peut-être la voir au fur et à mesure, sachant qu'on s'appelle Motion Composite, mais vous allez voir. Mais quand même, on va avoir une bonne idée de ce que c'est, mais on garde ça pour la fin quand même. Pourquoi chez Motion? En fait, pourquoi tu travailles ici? Je travaille ici pour différentes raisons. En fait, ce qui m'a amené à travailler avec la gang, c'était vraiment la vibe, la façon qu'on travaille le produit. Puis à l'époque, j'étais déjà un peu un adepte du mountain bike. Tu sais, vous aimez rider, puis je pense que vous débrouillez très bien. Moi, la partie que j'aime le plus, c'est la partie où on boit de la bière après. Ça arrive de temps en temps. Ce qui m'a amené ici, c'était vraiment la vibe, la gang. Puis une grosse partie de la gang avec qui je travaille, on est des adeptes de vélo aussi. Puis on travaille avec les mêmes technologies, avec les mêmes... Je veux dire, la même philosophie et les mêmes types de composantes. Là, vous avez des fauteuils ici, là, on travaille avec des câbles, des roues à rayons, des potences. On a les mêmes principes que dans le vélo, avec différentes réalités. Ici, c'est pas un hobby, évidemment, c'est une façon de se transporter pour les gens. Mais on doit avoir les mêmes choses en tête, la durabilité, la fiabilité. Donc, on a vraiment le confort, vraiment, vibration damping, donc toute l'absorption de vibrations. C'est un composant vraiment important, puis le choix du carbone est intéressant pour ça. Mais on vit aussi dans un domaine où il y a différentes réalités budgétaires, d'où pourquoi on développe des produits en carbone et des produits en aluminium. On est actuellement dans un local marketing. On va vous mettre beaucoup de vidéos
de la shop, en fait, de ce qu'on peut montrer, parce qu'il y a des choses qui sont propres à vous, qui sont en devenir. Donc, ce qu'on peut vous présenter, on vous le présentera, puis vous allez voir que, tu sais, comme tu as dit, le vélo, pour nous, c'est un hobby, mais quand on parle d'une personne qui a réellement besoin d'un moyen de transport, parce que ça devient ça, mais vous prenez pas ça à la légère, puis les tests que vous faites, c'est assez impressionnant, là. Tu sais, tu vas nous en parler un peu plus tantôt, mais juste le petit aperçu qu'on a eu tantôt en faisant le tour de la shop, ça donne quand même une bonne idée qu'il faut qu'il y ait de quoi de solide, là. On va se le dire comme ça, là. Absolument, c'est vraiment important. Ceci dit, c'est très similaire à ce qui se fait dans le vélo, tu sais, pour avoir visité puis travaillé avec des gens de l'industrie. Là, on a fait du co-développement avec des gens de Vinci, Rocky Mountain. On a des approches de tests très similaires avec des outils qui sont semblables aussi. Fait qu'il y a quand même beaucoup d'analogies qu'on peut faire entre les deux. J'aimerais faire une petite parenthèse, en fait, parce que Motion Composite existe depuis combien de temps? Presque 20 ans. Presque 20 ans. Puis un des fondateurs de Motion Composite, c'est mon beau-frère, David Gingras, qu'on salue. Maintenant, nouvellement retraité depuis quelques années, mais quand même un des fondateurs avec Eric Simoneau, en fait, qui ont parti ça il y a de ça 20 ans, en fait, presque 20 ans. Donc, Dave, on te salue. On est bien content que tu suives le podcast. Puis, de toute façon, on le voit chaque semaine, Dave, là, mais bon. Il est dans la grosse saison de ski en ce moment. Donc, fait que c'est ça. Fait que notre objectif aujourd'hui, c'est on va y aller un peu en comparaison. Donc, alu versus carbone. On va avoir une réponse à la fin, oui, mais détaille-nous un peu le comment du pourquoi qu'on arrive à une décision finale entre ce que tu considères être le plus efficace. Tu vas nous l'appuyer avec des exemples, j'imagine, parce qu'on a vu des exemples dans le shop à côté. Ouais. Donc, je pense qu'on pourrait aller dans ce côté-là un petit peu. Là. Je ne sais pas comment l'approcher, là, honnêtement, parce que chaque matériau, en fait, les matériaux, ils ont leur côté positif. On va-tu là-dedans en premier? T'sais? On va-tu dans le côté positif de un et de l'autre? Ou... On peut aller dans le détail, puis on peut aller aussi dans comment les technologies ont évolué. On l'a vu, je vais starter par l'aluminium peut-être. Il y a beaucoup de technologies qui ont évolué, qu'on utilise dans nos produits, qui sont aussi évidemment utilisées dans le domaine du vélo, ce qu'on appelle l'hydroformage. Donc avec ça, on est capable de venir donner une forme un peu plus esthétique à de l'aluminium. L'aluminium, typiquement, c'est des formes assez carrées. Okay. Si on veut donner une géométrie au cadre, on prend les commensales, on prend les Trek. De Vinci. De Vinci, exact. C'est des tubes qui sont hydroformés. Fait qu'on vient donner une forme qui est appropriée pour avoir une bonne rigidité. Fait qu'on peut venir jouer avec ça. On ne perd pas de résistance. On ne perd pas pas de résistance, mais de solidité. On ne perd pas de solidité. Non, au contraire, on va chercher plus de solidité en travaillant le cadre puis en lui donnant la géométrie qu'on veut là où on veut que ça soit solide. OK. Tout comme le butting. Le butting, c'est un terme anglais, désolé, mais c'est une technique de formage où il y a une épaisseur d'aluminium qui est variable. On n'est pas à Radio-Can. Des termes anglais, on peut entendre. C'est correct. C'est bon. Parce que ma deuxième entrevue est à Radio-Can. On peut venir faire jouer sur les épaisseurs. Fait que les cadres ne travaillent pas de la même façon aux mêmes endroits. Fait qu'on veut certaines épaisseurs, certains endroits pour avoir plus de durabilité et d'autres moins. Fait au niveau de l'aluminium, c'est des techniques pour travailler, je vais dire, les membrures principales d'un cadre. Mais regardez n'importe quel cadre d'aluminium, pour le joindre, il faut le souder. Exact. On voit les soudures. Et la faiblesse, c'est la soudure. C'est là où tout se joue. C'est là où les bris en fatigue se font. La fatigue, pour le terme qu'on peut peut-être moins connaître, là, pensez à un rock garden où on roule avec un vélo. Là, c'est des répétitions de petits chocs continus. Ça, c'est la fatigue. Puis les soudures, ils n'apprécient pas la fatigue. OK. Puis, mettons, là, il y a certains prototypes de vélos qui ont sorti que les tubes, c'est des tubes en alu qui ont été collés. Mettons, je pense le framework, le vélo framework, je ne sais pas si tu connais ça, mais je suis pas mal sûr que leur premier modèle, c'est des tubes d'alu collés. Y a-t-il un avantage à ça? Absolument. C'est dans les technologies qu'on va peut-être parler plus tard qui est un peu à surveiller. Le collage, c'est une technologie qui est en pleine expansion. En fait, beaucoup de cadres carbone ou d'éléments carbone sont faits en collage, entre autres. OK. On parle d'assemblage, de collage, qui est une façon de ne pas aller travailler la soudure, parce que la soudure, ça vient enlever les propriétés de l'aluminium. Donc, il faut retravailler l'aluminium pour que les grains se repositionnent adéquatement pour pas qu'il y ait une faiblesse. Parce que quand on vient souder, on augmente vraiment la température et on se retrouve avec des zones qui sont affectées thermiquement. Okay. Donc, ça, c'est l'élément faible de la plupart des cadres. Puis vous regarderez un cadre, un bris, c'est là que ça se passe à la très grande majorité des bris au niveau de l'aluminium. Ouais, on voit souvent, mettons, un head tube qui rouvre, mais c'est les soudures, ils lâchent. C'est exactement. Ouais, exact.
Ben moi, j'ai rien que la bêche à Bernard Kerr dans la tête qui est ouvert, mais c'est un vélo de carbone, là, mais... Ça peut arriver aussi. Ouais, ça peut arriver exact. aussi. Mais, fait que l'avantage, es-tu uniquement économique? Ben, c'est sûr qu'il y a un bel avantage économique au niveau de l'aluminium parce que le carbone peut se démarquer avec beaucoup d'efforts de conception, d'optimisation et de fabrication. C'est un matériau qui est, je veux dire, plus sensible dans le sens général, c'est-à-dire qu'il faut y porter une attention à chacune des étapes pour qu'il soit hyper performant, mais il peut atteindre des performances vraiment grandes si on y donne tout le soin nécessaire quand on le conçoit, quand on le fabrique, puis quand on le maintient aussi. Dans ce que tu as vu, mettons, parce que veux pas, beaucoup de choses est fait à l'étranger. Ouais. Donc, on parle de l'Asie beaucoup. Est-ce que l'aluminium que tu as vu ailleurs, là, on fait un parallèle avec le vélo, t'as-tu vu, peut-être que tu n'auras pas de réponse à cette question-là, mais est-ce que tu as vu des procédés qui sont vraiment bien exécutés pour amener la meilleure performance possible de l'alu des vélos faits à l'extérieur? Tu comprends ça un peu où je veux aller? Pas vraiment, mais je vais essayer de répondre pareil. Même moi, j'ai rien compris. Là, je vais reformuler. Non, mais dans le sens, ce qui est fait actuellement sur le marché, là. Ouais. Puis là, on va revenir à ce qui est fait au Québec. Ouais. On va passer à l'étranger en premier. Est-ce que tu considères que le produit il est bien manufacturé? C'est plus clair comme question? J'ai eu la chance de visiter plusieurs usines, Taïwan, Vietnam, puis j'ai vu dans ces usines-là des cadres qui se faisaient faire autant en carbone qu'en aluminium, où il y a des compagnies québécoises qui sont fabriquées et des compagnies connues aux États-Unis, des Pivot, Intense, Specialized, Giant, Rocky Mountain, bref. Tout est fait là-bas, panoplie. pas mal. Les fournisseurs sont pas mal tous les mêmes et les mêmes pour nous aussi. C'est pour ça que j'ai eu la chance de les visiter. Dans les deux types, ce sont des compagnies, je veux dire, quand même reconnues, qui mettent beaucoup d'emphase sur la qualité, ce qui aide. Fait que dans les deux cas, c'est des usines de fabrication qui sont, je veux dire, quand même de haute qualité, mais dont les façons de faire sont complètement différentes. Puis c'est là qu'on distingue les deux matériaux, le carbone et l'aluminium. L'aluminium, c'est un procédé, puis c'est un matériau qu'on peut travailler de façon assez automatisée. C'est-à-dire que la formation, je parlais d'hydroformage, c'est un procédé relativement automatisé. La soudure, on peut robotiser la soudure. Donc, beaucoup de ces usines-là, ils robotisent. Ça enlève les imperfections, j'imagine, parce que ça enlève la variabilité humaine c'est sûr. du soudeur qui est moins bon une journée que l'autre journée, mais ça enlève cette variabilité-là. Okay. Ça amène un investissement initial quand même grand pour avoir les équipements, mais après ça, tu es censé avoir une répétabilité super grande si tu as bien développé ta façon de souder tes produits. C'est que tu vas avoir toujours la même chose. C'est plus constant. Toujours la même chose. Dans le carbone, si tu veux la même constance, tu dépends quand même des humains. Parce que le carbone, si on revient un petit peu plus dans la technique du carbone, le carbone, c'est un empilement de layers de fibres de carbone qui sont unidirectionnels la plupart du temps. Ce qu'on appelle du UD. Puis ce unidirectionnel-là, il y a une force hyper grande, mais dans un seul sens. Là, l'objectif, c'est de venir empiler, de tisser, dans le fond, un matériau avec plusieurs épaisseurs, habituellement 10, 12, 15 épaisseurs, qui sont empilées avec l'époxy, puis qui sont bâtis en fonction de comment est utilisé le produit. C'est-à-dire qu'il faut avoir une très bonne connaissance de comment le vélo est utilisé pour le développer en conséquence dans le carbone. D'où, peut-être, certains vélos qui sont plus appréciés que d'autres. C'est-à-dire que tel vélo peut être conçu pour une personne, mais pas pour la personne d'à côté. Beaucoup de flex, moins de flex. On peut tout adapter ces éléments-là dans le carbone, ce qu'on ne peut pas nécessairement faire dans l'aluminium. Okay. L'alu va répondre, va pardonner plus. Souvent, on va dire ça. Ouais. Ça va-tu dépendre de l'épaisseur de ton aluminium? Là, je suis très néophyte là, dans le domaine. Ça va dépendre de comment il est conçu encore ton vélo, mais je veux dire, de ma perspective, l'aluminium est un produit, un vélo totalement en alu peut être, là je parle du cadre, plus one size fit all qu'un carbone qui est plus personnalisé ou qui a un range de personnes qui vont l'apprécier un petit peu plus petit. OK. L'intention de conception est très grande derrière ça. Comment le vélo est bâti. Moi, je roule le même type de vélo depuis 5-6 ans parce que je l'adore. J'adore le flex arrière,
comment il est joueur en arrière, puis un côté beaucoup plus rigide en avant. Mais j'aurais pas pu aller chercher ça avec un vélo en aluminium. Puis là, ma question, en fait, les trois, on n'est pas experts en vélo, mais penses-tu que tu pourrais voir une très grosse différence entre deux frames avec les mêmes composantes, la même géométrie? Tu verrais vraiment une différence entre un vélo d'alu et un vélo de carbone? Totalement. OK. Probablement, oui. Parce que même moi, j'ai fait le switch à un guidon de carbone, puis quelqu'un, en tout cas, il y avait un rider qui m'avait dit, tu vas voir, ça flexe plus. Mais sur le dernier lap, PA, il avait parlé que ça flexait, mais ça revenait. Le rebound? C'est vrai qu'on dirait que ça vibre quand même plus. T'as plus de vibration. OK. Ouais. Moi, je vois pas ça. OK. Ça peut dépendre du type de guidon. Il y en a qui absorbent plus, d'autres qui absorbent moins, dépendamment du flex. Puis le guidon, c'est quelque chose que j'ai entendu les deux affaires des gens. Moi, c'est all the way aluminium. Il y en a d'autres, c'est all the way carbone. Tu sais, dans les gros composantes du vélo, le cadre en est un, le handlebar en est autre, les cranks. Il y a quelques éléments qui sont connus pour être carbone-aluminium, puis il y a des grandes lignes de pensée. Là, Ouais, c'est des écoles de pensée. Vraiment. Littéralement. Ouais, c'est ça. Non. Mais c'est sûr, ça reste. Moi, je pense que ça se remarque, c'est sûr. Un vélo en alu versus un vélo en carbone. Si tu es habitué, mettons, avec les deux, c'est sûr que tu le remarques. Tu sais, moi, dans ma tête, là, on m'avait toujours dit, j'avais toujours eu l'impression qu'un vélo d'alu va pardonner, puis qu'un vélo de carbone va craquer. OK? Puis là, avec P.A. Roche, il nous disait qu'il pouvait avoir le flex dans le carbone faisait qu'il y avait un rebound. Mais moi, dans ma tête, un carbone, c'est pas fait pour flexer. Un carbone, c'était fait pour être stiff. Puis moi, dans ma tête, c'est que ça peut pas flexer, ça va casser. À l'inverse. C'est ça, mais je suis dans le champ total, ça veut dire. À l'inverse, puis j'ai une vidéo. En fait, c'est une vidéo qu'on a développée. On a filmé quand on a développé notre Apex, qui est notre fauteuil rigide dans lequel je suis assis. On a le même produit en aluminium et en carbone. Ça, c'est un Apex carbone. carbone, OK. Puis on a la même version aluminium à côté. Puis comme vous voyez, le cadre, c'est un L. On a développé ce L-là avec notre fournisseur, puis avec une pensée en tête, c'est d'avoir un très grand flex sur le devant, puis beaucoup de rigidité sur le derrière. Pourquoi? Parce qu'un fauteuil roulant, il y a des petits trous en avant. C'est extrêmement sensible à toute variation du sol. Fait que nous, on voulait un bon flex pour que ça puisse absorber tout ça, puis beaucoup de rigidité en arrière pour avoir de l'efficacité de propulsion. On a fait des tests d'impact sur notre aile, puis avec une force assez importante, on était capable de faire flexer le cadre, je dirais, de 6 pouces. Sans qu'il casse? Sans aucun bris, il est revenu à sa position initiale, sans aucun dommage. L'aluminium, avec la même force, plie et ne revient pas. OK. Fait qu'on a pu développer ce flex-là avec le carbone qu'on n'aurait pas pu faire avec l'aluminium. Ça, c'est, mettons, dans les usines, ils sont capables de placer le carbone pour faire en sorte qu'ils Exactement. travaillent dans ce sens-là. Exact. Fait que ça, dans le fond, c'est des critères que nous, on développe, c'est des tests, c'est une conception qu'on fait. Puis après ça, on travaille avec le fabricant qui, lui, vient placer ces différentes lay-ups pour qu'on puisse atteindre cette flexibilité-là voulue. OK. Fait que ça, c'est un niveau de configuration, je vais dire, des produits qui est permis dans l'aluminium qu'on ne pourrait pas se permettre dans l'aluminium. Dans le carbone versus l'aluminium. Pardon, OK. Est-ce que puis là, tu n'auras peut-être pas la réponse encore, mais c'est les vélos parce que le carbone n'est pas fait au Québec. Non. Je pense que vous avez déjà essayé de. En fait, au tout début de l'entreprise, quand David a fondé ça, ils faisaient leur propre carbone ici. L'entreprise, pendant 2 ans, était en déficit. C'est-à-dire que les produits, on les vendait moins cher qu'ils coûtaient à fabriquer. Les coûts de fabrication sont très dispendieux dans le carbone parce qu'ils sont directement liés au coût de la main-d'œuvre. Okay. Là, on revient sur peut-être un sujet sensible avec l'Asie. Mais ce qui coûte beaucoup d'efforts sur le carbone, c'est que c'est du temps homme à placer chacune des patchs de carbone pour bâtir le lay-up. C'est des heures de travail par cadre. De là, le prix du cadre. De là, le prix du cadre qui est très dispendieux. T'sais, on en a vu des compagnies nord-américaines qui se sont essayées, Guerrilla Gravity, qui ont essayé, qui étaient fabricants et qui faisaient leur propre carbone ici. Ça n'a pas fonctionné malheureusement. Ils ont été obligés de vendre leur moule récemment. On voit dans les roues, par contre, certains qui se démarquent. We Are One, c'est un exemple. C'est canadien aussi. C'est canadien, puis ils réussissent à fabriquer localement. Il y a quelques compagnies qui réussissent, mais au niveau des cadres, que je sache, il n'y en a aucun qui est fabriqué en Amérique du Nord en carbone. Puis la complexité d'un cadre versus d'une roue, on parle d'un moule, on parle de... Ça doit être
à des années-lumière. Exact. Juste comme tu parlais de Créer dire... un moule, là, ça doit être C'est très extrêmement dispendieux. long. C'est très dispendieux faire des moules. C'est comment que ça fonctionne, là, c'est peut-être très technique, là, mais mettons le moule, c'est un moule en acier que. Oui, c'est un moule en acier. C'est comme l'équivalent de la femelle du cadre. Ouais. Fait que le cadre, c'est comme le mâle, puis il y a un cadre femelle, il y a un moule femelle qui est fait. Il y a différentes techniques qui sont faites. Là. Il y en a qui sont à base de foam, EPS. Okay. C'est un cœur en foam expansible. Donc, on forme l'intérieur du cadre avec un foam. On vient mettre les épaisseurs de carbone par-dessus. Mais ça, c'est fait à main, mettons? À la main. Puis on a ce qu'ils appellent des plybooks. Et ça, c'est un livre, carrément un livre des plis. Fait que selon la partie du vélo, ben là, on parle de vélo. Quel patch mettre où? Okay. C'est un gros casse-tête qu'on assemble. Fait qu'il peut y avoir 1000 patchs qui est fait, puis chacune est positionnée individuellement. Ils viennent mettre ça autour du foam. Ils mettent ça dans le moule, puis à la chaleur, le foam prend de l'expansion, puis vient faire une pression sur le carbone pour une shape. On peut le retirer par la suite ou pas. Sinon, il y a ce qu'on appelle un poumon, un bladder. C'est un poumon d'air qu'on vient rentrer, qu'on pousse de la pression dans le poumon. C'est ce poumon-là qui vient faire la pression pour raffermir le carbone sur le moule extérieur. Mettons un fauteuil complètement carbone, ce qui peut être fait en carbone, ça prend combien de temps à faire, là? Sais-tu? Aucune idée. C'est Non? une super bonne question. J'ai aucune idée du temps que ça peut prendre. Parce que ça doit être quand même un projet, là. Je veux dire, encore là, puis ça revient à ce que tu as dit, l'idée de départ, c'est que l'erreur humaine peut être présente. Tu sais, je veux dire, si tout est fait... Exactement. Okay. Puis sans faire des tests destructifs, c'est vraiment difficile de contrôler la qualité d'un produit en carbone. Okay. C'est-à-dire qu'on peut pas, visuellement, on ne peut pas le voir. On ne veut pas le briser parce qu'on veut l'utiliser. Donc, il faut avoir vraiment un contrôle de comment est assemblé le cadre. Fait que le même frame, là, je reviens au vélo, le même frame peut répondre de deux façons différentes. À la limite, mettons... S'il n'y a pas un bon contrôle, ouais. Okay. Mettons dans le... C'est moins le cas pour ce qui est des fauteuils roulants, mais lorsqu'on parle de résistance, c'est une chose de dire j'ai une résistance. Tu sais, tantôt, quand tu ne l'as pas dit, mais quand on a vu les machines, d'avoir pas une charge, mais avoir un effet de fatigue. Oui. Tu sais, bon, mais là, c'est tout le temps d'avoir le même type de fatigue qui vient faire. Un choc externe, c'est complètement autre chose. Ouais. Fait qu'un crash en vélo, est-ce qu'un bike en alu va être plus résistant qu'un bike en carbone? Au niveau des impacts, je pense que l'aluminium a quand même un avantage. Les cadres en carbone, pour être plus... Si on veut avoir un cadre hyper performant puis léger en carbone, il faut que tu sacrifies certaines choses. Puis souvent, ce qui est sacrifié, c'est les impacts latéraux. On l'a vu sur un triangle arrière de Bob. Oui, en effet. Ouais. C'est un choc latéral. Au niveau du carbone, si on veut avoir un gain de légèreté, ça vient avec des sacrifices. Puis c'est souvent les chocs latéraux qui sont un des éléments. Fait que oui, ça, là-dessus, l'aluminium peut réussir à survivre. Ceci dit, un gros choc sur de l'aluminium, ça peut mener aussi à long terme sur un brillant fatigue. Oui, ça va créer une faiblesse. Ça peut créer une faiblesse. Mais je dirais, personnellement, je pense que c'est un des côtés faibles qu'il peut y avoir au niveau d'un gros crash avec le carbone. Ça peut être sensible par rapport à ça. Puis si je reviens sur l'élément de fatigue, vous faites des tests de justement là, de fatigue, carbone versus alu. Ouais. Je me souviens plus des chiffres, tu me l'as dit tantôt, mais c'est quoi vos tests? Ça représente quoi en termes de nombre, de coûts? Au niveau de la fatigue, là, je reviens un peu sur l'équivalent d'un Rock Garden. Là, le carbone est, à mon avis, imbattable. Je prends un exemple de nos deux produits aluminium-carbone. L'objectif, c'est de faire 200 000 cycles. Nous, de la manière qu'on développe les produits, là, c'est un système qui crée des bosses. Vous verrez tantôt, d'ailleurs. En fait, là, on vous le montre en même temps. À toutes les 1 mètre, il y a une bosse. Puis l'objectif, c'est de faire 200 000 cycles. On le fait assez facilement avec notre aluminium, mais on voit qu'il y a une certaine fatigue qui s'installe après un certain temps. Nos cadres carbone font plus 1 million de cycles pour certains d'entre eux. En fatigue, c'est imbattable, à mon avis, le carbone. Puis c'est là où si on tombe dans la durabilité. C'est-à-dire quelqu'un qui veut avoir un bike d'enduro pour 3, 4, 5 ans. Bon, vous autres, vous changez aux années. Là. Mais quelqu'un qui veut avoir une bonne durabilité... Attends une minute.
toi aussi. Fin de la parenthèse. C'est vrai. Le carbone se démarque vraiment. Fait que quelqu'un qui le veut dans le long terme, son produit, j'aurais pas d'inquiétude d'avoir des bris en fatigue ou un head tube qui rouvre sans impact. Là, je parle en utilisation normale. Au niveau du carbone, un produit bien conçu, d'une marque, je vais dire, réputée, j'aurais vraiment une grande confiance là-dessus. Puis là, on parle, mettons, pour un cadre. Est-ce que tu dirais la même chose pour un guidon, un rim, Oui. des crinques? Oui. Non. Bon, encore là, on revient en fatigue. Ce qui arrive, puis on a vu tellement d'accidents, les crinques en carbone, les impacts, une drop un peu mal laminée ou quelque chose. J'ai vu tellement de crinques en carbone de briser. Ouais. Personnellement, ça ne serait pas ma direction, mais ça, c'est mon choix. Non. C'est un endroit même que avoir un peu de poids ne gêne pas particulièrement au niveau du bracket. En fait, même au contraire. Exact. Il est placé à la bonne place. Puis, fait que pour moi, c'est un... Puis c'est peut-être là où je vais tempérer le discours du carbone. Moi, je crois au carbone dans différents endroits du vélo, mais je ne suis pas un adepte du carbone all the way à tout prix. Je pense qu'il y a des choix spécifiques qui peuvent être faits, des compromis qui soient faits. Puis pour moi, le crank, c'est un élément dans l'enduro mountain bike. Là, on revient, là, on n'est pas dans le vélo de route. Là, non, absolument. Ni dans les crosseurs. Les crosseurs? Les crosseurs. Allez, PA. Je fais pas ce sport-là tant que ça. Dans le mountain bike enduro, j'irai pas avec un... Mais comme tu as parlé, souvent, ça va être les impacts qui vont créer une faiblesse. Ouais. Un crank, ça mange des coups. Oh, ouais, absolument. Fait juste, si tu mets pas de protecteur de crank, là, je veux dire, tu le vois assez vite que ça se fatigue, ça se magane assez vite. C'est clair. Ah non. Moi non plus, je trusterais pas ça. Mais tu sais, puis tantôt tu dis de faire des choix. On voit quand même des espèces d'hybrides de triangle arrière en alu avec un triangle avant en carbone. Tu sais, je pense que l'industrie s'adapte un peu aussi. Je sais pas si c'est une question si c'est vraiment une question de performance ou une question d'économie, je sais pas, là, mais... On l'a vu un certain temps, là, des hybridations. Je pense que De Vinci ont fait ça un peu à une certaine époque où tu avais un triangle arrière. Rocky aussi ont fait ça, Slayer, c'est comme ça. Puis même le vélo de course de Framework, ce que je parlais tantôt, les vélos collés, ils ont un triangle avant en alu puis un triangle arrière en carbone. J'imagine que ça doit être une question de flex rendu là. Probablement. Je connais moins ce produit-là. Les autres produits, j'ai l'impression que c'était un choix opérationnel plus que d'autres choses. Des quantités ou des pricing points à aller positionner. Mais si on prend l'optimisation totale d'un produit, c'est faire varier le matériau à différents endroits. Puis, on a certains produits qui, sans prendre leur envol sur le marché, je pense à Atherton Bike, qui, eux, prennent des logs puis des mandrins en carbone. Fait qu'ils vont chercher le carbone dans toutes les tubes, puis ils vont faire des embouts collés encore en titane imprimé 3D. C'est ça. Ça, c'est vraiment intéressant ce qu'ils font. C'est encore assez marginal. Là. Il n'y a personne d'autre qui va là, mais c'est une tendance qu'on voit aussi dans notre marché. OK. Puis je crois que c'est à surveiller dans le futur. Ces bikes-là, tu les aimes ou tu les détestes? Ouais. Le look, tu sais. Moi, je suis pas capable. Ouais. Tu sais, je sais que tu aimes bien ça, mais moi, c'est ça, au look. C'est tube très rond, tu sais, on est dans le je sais pas pourquoi, c'est pas ça m'attire moins, mais l'efficacité, comme tu dis, c'est peut-être là. Mais... Ça peut être vraiment bien. Puis là, je sais pas, mettons, on prend tes 2 fauteuils, on le déshabille, on prend juste le frame de carbone, puis juste un frame d'alu. Parce que souvent, il y en a qui vont dire, la raison pourquoi on va vers du carbone, c'est pour le poids. J'ai de la misère à le comprendre. C'est une réalité ou c'est vraiment, ou c'est on est fort ball, tu sais? Je crois que ça reste une réalité. Pour moi, le carbone est quand même plus léger. À composante égale, un cadre avec un niveau de performance similaire va être plus léger en carbone. On parle de 30% plus léger, 40% plus léger. Fait que, si on regarde sur le poids total d'un vélo, le cadre, il pèse combien? C'est là où l'overall, il n'est pas si grand que ça. Tu peux peut-être gagner 2-3 livres sur un vélo total. C'est sûr. Si Parce tu qu'un fais cadre, c'est que ton 30% fait peur, mais c'est que ton bicycle, il est bien plus pesant à cause de tout ce qui l'habille que le cadre en tant que tel, tu sais. Exactement. Un cadre d'enduro sans rien, ça pèse quoi, 8-10 livres à peu près? Oh, Peut-être plus? Moins que ça, d'après moi. C'est ça. Un petit peu moins que ça, ouais.
Fait que, tu sais, overall, c'est ça. Fait que la personne qui achète ça pour avoir des doigts plus légers, il est un peu dans le champ gauche. À moins Ben, qu'il il y a un change gain. tout le reste en carbone. Ouais, mais là, ouais, peut-être, mais je veux dire, dans le vélo de route, là, je peux comprendre. C'est pour ça que tu t'habilles en spandex aussi, là, tu sais. Mais, tu sais, je veux dire, dans notre réalité de course de DH ou. Ouais, Marc, non, DH. Il rajoute du poids sur le cadre. Ben, c'est ça. Le DH, le poids, pour moi, il est moins critique. Là. Le nouveau Orbea, tu peux ajouter, je pense, Ben oui, Ouais, des tu peux le lester, poids. ouais, Tu c'est peux le lester C'est si ça. tu veux. Fait que dans le DH, un peu moins. Fait que moi, j'ai l'impression que c'est pour le choix de ride que les riders roulent du carbone dans DH. À l'enduro, pour avoir tenté de monter des bikes équivalents aux miens, je vois une petite différence quand même. Ouais. T'sais. Des fois, c'est peut-être dans la géométrie, là, c'est sûr, vous me direz. Mettons, je compare un Slayer avec mon Firebird, je vois toute une différence, mais c'est sûr que la géo n'est pas la même chose. Ouais. Il y a une couple d'affaires qui font une différence. Là. Ouais. Il y a rarement des bikes qui sont exactement les mêmes alu-carbone que tu peux vraiment c'est vrai. valider. Mais j'ai l'impression que ça fait une petite différence. 1, 2, 3 livres sur le feel. Encore là, c'est une perception. Ouais. On joue beaucoup sur des perceptions. Ouais. Ben, c'est ça. C'est ça le vélo. Si tu files bien, c'est mieux. Pour ta confiance, c'est sûr que ça va mieux. Absolument. Au Québec, il y a De Vinci qui pas précurseur, mais qui, je pense, c'est la seule compagnie qui, peut-être que Rocky aussi, mais est-ce que De Vinci au Québec, c'est la seule compagnie qui fait leur cadre en alu ici même? Que je sache, oui. Rocky, c'est ça, c'est leur, dans le fond, ici, c'est le warehouse, mais c'est. Le ouais. développement se fait à North Van avec l'équipe de dev. L'équipe en fait, là, c'était à l'époque Rocky Mountain Ouais, avant tous les remaniements. Là, les autres étaient à Saint-Georges-de-Beauce. Non, c'est de l'assemblage qu'ils font à Saint-Georges-de-Beauce. Il n'y a pas de fabrication en tant que telle. Fait que c'est De Vinci. De Vinci, ouais, était un de ceux qui s'est vraiment démarqué. Je fais une parenthèse, on va avoir un des reps de Vinci au podcast dans une couple de semaines. Fait que on a bien hâte. On a des bonnes questions. S'il y a vraiment une track en arrière de sa shop. Mais en tout cas, anyway. Ouais, puis De Vinci, il y a 5-6 ans, on a travaillé de près avec le directeur R&D de Vinci. Là, on parlait un peu de fabrication de cadres, on parlait beaucoup de soudure avec lui, puis on a brainstormé certaines choses à l'époque. Ils ont été des précurseurs avec de l'automatisation. Eux, ils ont leur propre machine. Ils ont leur propre machine, puis ils ont été en mesure de robotiser une partie de la soudure. C'est pas tous leurs produits qui sont faits ici, là, que je sache, là, à moins qu'il y ait eu des changements, là, mais c'était une partie des produits qui étaient faits plus haut de gamme, alors que d'autres, moins en grand volume, en grande masse. Mais oui, ça, c'est un beau fleuron, puis une belle démonstration que c'est possible d'être fait à un coût compétitif pour un produit qui est de haut de gamme quand même. De Vinci se positionne très, très bien. Ben oui, ben oui. Ils font des bons bikes. Très, très. On a d'avoir sur le podcast, ça va être bon. Ouais, bien ben curieux. oui, vraiment. Fait que là, on est à la question qui tue. Ah ouais. Prends une gorgée. Prends une gorgée. Prends une gorgée assez. Là, ton bike de rêve, là, il est composé comment? Là, je parle pas des freins, je parle pas, mais mettons, là, on parle de cadre, on parle de roues, on parle de guidon, on parle. Toi, ça serait fait comment? Ben, ça fait 10 ans que je roule un bike en carbone. Ça fait 10 ans que je développe des produits en aluminium et en carbone, puis pour moi, la performance, elle est pas mal plus grande en carbone. Fait que mon choix est vers le carbone. Pour le cadre, pour le handlebar aussi. Je garde un crank en alu. Les roues, c'est une bonne question. Je trouve qu'un rim en alu, ça pardonne pour plusieurs choses. J'ai eu tellement de kink au rim où j'ai pu faire de quoi, alors que dans le carbone, ça pardonne peu ou pas. C'est un peu dans la même lignée que les cranks, tu sais. Ça mange des coups, un rim, là, tu sais. Sauf j'aime mieux péter un rim que péter un crank en l'aimant quelque chose. On s'entend? Oh, oui, c'est Ouais. ça. Totalement. Les deux, ils se captent la fin de semaine. Absolument. Ouais, ben, il y en a un qui peut te scraper aussi une jambe, mettons. Pas rien que ta fin de semaine. Fait que sur les rims, à voir. Faites-vous vos propres roues? On fabrique nos propres roues. On Alu, les conçoit. carbone, les deux? Ou, Non, on ne fait que des roues en aluminium. OK. On a 2 types de roues, mais on fabrique. On conçoit et on fabrique nos propres roues arrière, ouais, à rayon.
Nice. Ah oui. Ouais. Puis faites-vous juste, là on repasse vers les chaises roulantes, là, mais faites-vous juste des fauteuils comme pour les gens comme de tous les jours, ou faites-vous des fauteuils comme de compétition? Non, ou de... c'est vraiment des fauteuils de réadaptation Ok. de Ok. tout genre. Fait que des gens qui ont eu des accidents cérébraux, des spinal cord injury, Ouais. différentes maladies dégénératives. Mais c'est vraiment des gens en mode réadaptation. On ne fait pas de produits de sport en tant que tel. Rien de compétition. OK. Non. Non. Cool. Autre question. Ah, vas-y, excuse. Puis c'est ce qu'il y a. Je reviens au début de la compagnie. Les gens se demandaient, on a-tu vraiment besoin de carbone pour monsieur dans un soin longue durée ou qu'est-ce que ça va changer pour moi? Tu sais, avec les produits en carbone, on a enlevé, nous autres, presque 10 livres. Globalement, là, oui, le cadre, mais sur toute la conception du produit, on a optimisé chacun des composantes, puis on va chercher presque 10 livres sur le fauteuil par rapport à ce qui existait dans le temps. Ça veut dire que c'est la personne, la madame qui s'occupe, puis qui aide, qui a déplacé le fauteuil, déplacer la personne, la mettre dans la voiture. Ouais. Fait que c'est tout ça. Fait que tout ce qu'on conçoit, on a une pensée sur la légèreté, mais aussi sur la durabilité, c'est clair, là, parce que la journée où tu n'as pas ton fauteuil, tu peux juste pas te déplacer. Là. C'est pas Parce une que c'est un journée pas de produit ride, qui est là. dispendieux. T'sais, on va se le dire, c'est pas donné. Là. C'est très dispendieux. C'est le prix d'un bike. Là. C'est le prix d'un bike. Fait que... Mais ouais, mais non, mais c'est chapeau. C'est des beaux produits. Puis là, j'ai une dernière question. Mettons, là, quelqu'un qui achète usagé. Là. Toi, tu achètes usagé. Serais-tu game d'acheter un vélo de carbone usagé? Absolument. Ouais. Absolument. Tu ferais le tour du vélo pour voir s'il y a des imperfections, ben, s'il y a eu des faiblesses ou. Je pense que le niveau de risque n'est pas plus grand qu'en aluminium. Puis s'il y a une faiblesse, tu sais, s'il y a une craque dedans, tu le vois, c'est comme un vélo en alu, j'imagine. Tu peux le voir assez facilement. Il faut être minutieux sur l'inspection. Ouais. Le vélo de ma blonde, je l'ai acheté usagé en carbone. Puis je l'ai acheté en carbone pour le poids. Je voulais faciliter ses montées. Puis j'ai vu toute une différence avec un Evil. J'ai vu toute une différence sur le poids pour la montée. J'ai fait un tour autant que j'ai pu du produit pour voir y a-t-il quoi que ce soit qui pourrait être suspicieux. Ça reste que quand tu achètes usagé, tu prends une chance. Exact. Mais il y a les avantages des coûts, mais ça reste que. Maintenant, il y a quand même beaucoup de compagnies qui offrent des deuxièmes propriétaires, des garanties deuxième propriétaire, c'est quand même intéressant. Ça peut, des fois, peut-être inciter justement à aller dans le seconde main. Ça te donne une deuxième chance en cas de problème. Mais... Puis de plus en plus de compagnies vont vers des garanties allongées dans leur carbone. On le voit. Deuxième owner, il y en a, c'est No Questions Asked. On le voit dans les roues. Les roues, beaucoup. On le voit dans les roues. Puis nous, c'est ce qu'on fait. On croit assez à notre carbone pour garantie à vie. C'est ça. Sur tous nos produits. Quand tu crois en ton produit, c'est ça. Tu peux permettre une garantie comme tu veux, dans le fond. Là, tu sais. C'est sûr qu'il y en a de temps en temps qui vont avoir des faiblesses ou whatever, mais. Ça fait partie de la game. C'est ça. Absolument. Ça, c'est tout. Good. Absolument. Salut, Annick. Bon, fait que là, on sait, ton bike, qu'est-ce que t'aimes? Y a-tu des choses que tu considères qui s'en viennent? T'sais, y a-tu des tendances que tu vois venir parce que t'es allé voir sur place? Y a-tu de quoi qu'on peut s'attendre, en fait, en termes de frame? Y a-tu quelque chose que tu peux nous jaser? Il y a clairement des choses qui s'en viennent, qui sont à surveiller. Puis, tu sais, il y a des affaires sûrement qui vont prendre leur envol, d'autres moins. Tu parlais de collage. Moi, je vois beaucoup de futur au collage. Autant dans l'alu que dans le carbone et que dans des mix de matériaux. Fait que le collage, pour moi, est quelque chose de vraiment intéressant. Puis, je te coupe, mais pourquoi, mettons, est-ce qu'un frame collé, mettons, un assemblage collé avec du carbone ou avec des lugs en titanium, comme qu'on a parlé, il y a des avantages versus un frame complètement en aluminium, une pièce? Mais alu, tu peux pas. Alu, carbone, carbone. Carbone, un peu moins, parce que dans le moulage du carbone, tu peux venir faire des joints. Fait que ça, en le moulant d'une pièce, tu peux faire dans le carbone cet élément-là. Mais si tu veux venir agencer des matériaux, exemple du titane, du carbone ou autre chose, il faut que tu passes par le collage. Tu n'as pas le choix. Okay. Tu n'as pas le choix. Puis c'est là que ça devient vraiment intéressant de venir jouer titane, magnésium peut-être. C'est tous des matériaux hyper intéressants qui peuvent venir jouer, que tu peux venir positionner plein de places dans le produit, puis tu viens coller ensemble. Fait que ça, c'est vraiment intéressant pour une perspective future. J'imagine pour le coût, peut-être, est-ce que c'est moins coûteux de faire des joints, mettons des joints en titane ou whatever, versus tout mouler one shot? Parce que dans le fond, tu moules tes pièces, puis ensuite tes colles. Est-ce que
plus simple ou non? Là où ça peut devenir plus simple pour une compagnie, c'est d'avoir plusieurs grandeurs, même grandeur de log. Puis tu fais un moule, plusieurs grandeurs, tu coupes, tu colles, puis tu assembles. Parce que des moules, ça peut être 20-25 000 du moule. Là, à cette heure, les compagnies sortent avec des 4, 5, 6 grandeurs. Trek c'est ça. 5, 6 Le grandeurs. Atherton, d'ailleurs, je pense qu'il y a 8 ou 10 grandeurs. Ben, c'est justement ce qu'eux peuvent permettre de faire parce qu'ils ont probablement des logs d'une seule dimension qui viennent couper exactement à la bonne dimension. OK. Fait qu'à la limite, dans un mode de personnalisation, un Atherton pourrait dire donne-moi tes mensurations, je te fais ton Un bike. custom. Un custom. Ouais. Ton insigne, il pourrait tout venir adapter ça custom. Fait que ça, c'est ce que ça permet le collage de venir faire. Alors que des moules, là, tu veux faire 3, 4 grandeurs. Puis si tu es une grosse compagnie qui a du budget, tu vas te dire hey, je vais faire des chainstays qui varient. Ouais. Firebird font ça à cette heure. Mais ça, c'est un moule par grandeur. Là. Extrêmement dispendieux. Là. OK. Fait que dans le fond, le nerf de la guerre d'une compagnie, on enlève les composantes, que tu prennes Pivot, que tu prennes Santa Cruz, que dans le fond, le RD, c'est sur un frame uniquement, c'est pas sur des composantes, ou pour la majorité. Fait que l'avenir est là. Fait que dans le fond, c'est de développer, je sais pas s'ils vont aller vers ça, mais une façon de faire, de maximiser la performance en faisant en sorte d'économiser des coûts éventuellement. Totalement. Fait qu'ils vont nous le charger plus cher. J'ai bien compris? Totalement. OK. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose à surveiller de près. Tu as bien fait de le dire là, au niveau des grandeurs d'Atherton. Je pense que ça, c'est une des tendances possiblement qu'on va voir. OK. Je suis allé il y a 2 ans au GEC, c'est comme le sommet mondial sur les matériaux composites à Paris. Puis ce que chacun des exposants parlait, c'était les matériaux thermoplastiques. Fait que quand on parle de fibres de carbone, on appelle ça des thermodurcissables. Les thermoplastiques, c'est des produits souvent qui sont injectés. Pensez à n'importe quelle pièce de plastique, c'est du plastique injecté. Comme des tuyaux de plomberie ou. Des tuyaux, différentes choses sur un vélo. Mais là, on commence à ajouter de la fibre de carbone À l'intérieur. à l'intérieur de ça. Fait qu'on va chercher une partie de la résistance du carbone, mais avec un procédé hyper économique qu'on peut optimiser. OK. J'ai vu ça chez Cannondale. Cannondale n'est peut-être pas l'exemple à prendre nécessairement. J'ai déjà entendu Crackendale. Mais Cannondale ont fait ça dans leur pédalier. Encore mauvais exemple. Mais il y a un potentiel éventuel un jour L'idée de base n'est pas mauvaise, mettons. L'idée de base est vraiment intéressante pour être plus cost-effective dans le futur. Fait que ça, c'est une des choses à regarder. C'est là où je vois les belles grandes tendances à surveiller. OK. Ouais, pour vrai, PA, moi, je vais me coucher moins niaiseux à soir. C'est officiel. Ça, c'est clair. Mais c'était ultra intéressant. Puis je pense que au final, il n'y a comme pas de mauvaise réponse. On s'entend que peu importe l'allure carbone, il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. À un moment donné, c'est de savoir, as-tu le budget pour aller vers le carbone ou non? Exact. Est-ce que c'est le meilleur choix pour toi? Est-ce que tu veux acheter dans le seconde main? Est-ce que... Peu importe. Mais au final, je pense que ça l'a éclairé un peu quand même pas mal de monde. Moi aussi. Pour vrai, moi, j'ai un bac à carbone, puis c'est là parce que j'avais un deal. c'est tout, là. Au final, non, mais c'est plate de même, là, tu sais. Mais c'était vraiment intéressant, honnêtement. Fait qu'un gros merci. Ouais, on fait plaisir. Fait que cheers, mon PA. C'est bien cool. On veut remercier nos partenaires, Rag Custom. Hey, Rag, vous avez fait des beaux chandails, mais il faisait fret un peu, mais qui est en dessous. C'est pas grave. On va leur montrer dans un autre show. Sig Dupuis, qui vendent des vélos en carbone et en alu. Donc, merci à vous autres d'être avec nous. Puis, on garde ça sur 2 roues, guys. On se revoit au prochain podcast.